Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Legacy in Motion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Scholl, CEO de The Human Company, auteur, consultant et expert du leadership intuitif dont les idées bouleversent la manière de penser le leadership, l'intelligence et la décision. Francis nous invite à repenser notre manière de décider, d'innover et de diriger à travers une approche qui conjugue raison, intuition et intelligence émotionnelle. Ensemble, nous allons explorer son parcours, ses idées et surtout comment elles peuvent nous aider à mieux naviguer dans un monde incertain. Francis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Corinne. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire qui est Francis Scholl? Écoutez, je suis, pour nos auditeurs, que je remercie d'être là, je suis donc français, né à Paris. J'ai une formation classique de business à HEC. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était les tout débuts. J'ai vécu en France toute ma vie, à l'exception d'une année et demie en Allemagne. Et je suis rentré en France où j'ai travaillé. J'ai commencé ma carrière dans l'édition de livres d'art, qui était un très très beau métier pendant 4 ans, de 24 à 28 ans à peu près. Et j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très très bien passé. J'ai appris deux métiers, celui d'être le CEO d'une organisation humaine, une maison d'édition, dans un monde créatif et très inspirant et très international. Et j'ai été également apprenti éditeur, donc j'ai fait le métier d'éditeur, on travaille avec des auteurs. Les deux métiers passionnants et les deux se sont très bien passés, très épanouissants. Et puis là, j'ai décidé à 28 ans, je crois que c'est classique, c'est un moment dans une vie où on se pose des questions. Et je me suis dit que la première question qui devait m'occuper, c'était Know thyself, connais-toi toi-même, euh, qui était évidemment pas celui pas le chemin qu'HEC me recommandait, mais c'est celui qui vraiment s'est imposé à moi. Et je suis parti aux États-Unis. Et là, j'ai pris une année sabbatique qui se sont tournées en de nombreuses années sabbatiques. Et j'ai ouvert une boîte de Pandore et qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Ça a été fondateur en fait pour vraiment trouver la personne que j'étais. Et quand je dirigeais la maison d'édition, une question m'occupait beaucoup, c'est pourquoi l'humain était capable d'aller sur la Lune, donc grande sophistication intellectuelle, technologique et scientifique, mais est incapable de vivre en harmonie avec la nature. Et dans les années que j'ai vécues à New York, il y a eu, à la fin de ce long sabbatique, moment sabbatique, une mission pour le CEO de L'Oréal sur le management des équipes créatives où j'ai trouvé la réponse. Et là, j'ai décidé que ça serait l'aventure de ma vie, en fait, de répondre à cette question et de l'amener dans le monde de l'entreprise où j'avais une crédibilité et une place à jouer pour amener aux dirigeants une autre façon de créer de la valeur. Et c'est ce que j'ai fait depuis maintenant 20 ans. Voilà. Et les années sabbatiques à New York ont été très nourries de théâtre, de mise en scène, de chant classique, de musique. J'ai eu la chance d'étudier avec trois grands maîtres, un maître de musique, un maître de théâtre et un maître de voix, professeur de chant. Et ça a été merveilleux. Et en parallèle de ça, j'ai fait aussi des études de psychologie neurosensitive, donc très intéressante, avec des points de vue sur le cerveau très intéressants également. Et puis je me suis intéressé à des civilisations anciennes. Donc j'ai beaucoup travaillé avec un Indien, un Amérindien d'Amérique du Nord. Voilà. Et je me suis beaucoup investi dans le Tai Chi et le Qigong. Ça, c'était déjà à Paris. Et à New York, c'était le yoga, très profondément. Et je suis parti en Inde au moment où j'ai eu une rupture de ces années. À la fin de ces années, je suis parti en Inde pour un peu faire un point sur ma vie, pour étudier ce qu'il y avait derrière la pratique du yoga en salle, et donc étudier l'hindouisme dans les contreforts de l'Himalaya. Voilà, c'était une belle aventure aussi. Je me souviens de toi parce que je t'ai rencontré en 2004, ça fait un moment. Et effectivement, j'ai une image d'un cercle de yoga qui me revient. Donc, une diversité dans tes formations et la question qui se pose, c'est comment ces disciplines se complètent dans ton approche et comment tu en es venu à écrire. Alors, comment elle se complète? De la façon dont elle se complète. Il n'y a rien à expliquer là, c'est simplement un chemin de vie et des curiosités, des rencontres.
évidemment des questionnements chaque fois qui t'amènent, enfin qui m'ont amené vers. Je courais au Jardin de Luxembourg quand j'étais éditeur à Paris, donc je courais le dimanche. Je m'efforçais à courir le dimanche et j'aimais bien, hein, j'adore la nature, le parc est magnifique et chaque fois que je passais au niveau de la rue de Fleurus, il y avait sur le terrain de boule, il y avait des gens qui faisaient des mouvements extraordinaires, magnifiques, poétiques. Et c'était un groupe de tai chi. Et je les voyais bouger, ça me paraissait d'une immense beauté et d'une grande profondeur. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais à courir? Et donc j'ai été les voir, et là c'est comme ça qu'a commencé le tai chi et le qigong. Et ce qui est intéressant, donc c'était un grand maître, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance, c'est quelqu'un de très très profond et très compétent, et donc j'ai fait beaucoup de séminaires avec lui en plus de tous les dimanches faire du qigong et du tai chi. Et tous les gens du groupe ont eu des ruptures dans leur vie. C'était un groupe très hétéroclite. Il y avait une mère avec un enfant autiste, il y avait un mannequin dans la mode, il y avait moi qui étais éditeur, et je ne peux plus vraiment parler d'autres personnes. Il y avait des gens très divers, c'est très intéressant socialement comme diversité, et d'âge et d'occupation. Et, euh, et en fait, de mobiliser ces énergies, le fameux qi, d'accord, qui est au cœur de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, en fait, ça impacte le psychisme. Bon, c'est déjà une première intégration que j'ai vécue très directement dans mon corps, sans aucune compréhension de ce qui se passait, bien sûr, à l'époque, et, et qui a déclenché le fait que je suis parti de France pour aller vivre une aventure ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de comment ça se complète et comment donc comment ça se complète? Bah, ça se complète parce que nous sommes holistiques, on est complexe, on est un tout. Il n'y a pas la tête et le corps, c'est une image, c'est une version, c'est une version simplificatrice de qui nous sommes, et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands scientifiques. Donc, euh, donc voilà, donc tout s'influence et tout évolue. C'est Carl Jung qui disait que le psychisme a envie, ou la psyché a envie de trouver sa totalité, de s'intégrer. Donc il y avait cette mouvance en moi qui a été un désir d'intégration, Know Thyself, à partir de 1994, et donc ça fait 31 ans, et ça a été le sujet, en fait, cette intégration de soi, en fait. Il y a notre activité professionnelle et sociale, et puis et puis il y a l'être profond. Mhm. Et cette activité t'a donné envie d'écrire ensuite, de transmettre par l'écrit? Alors donc, à la suite de ce travail que j'ai fait pour le CEO de L'Oréal avec les ressources humaines du groupe et des gens qui se posaient beaucoup de questions en profondeur, qui aiment... C'est intéressant, L'Oréal, c'est, euh, c'est le confort et la complexité, évidemment, pour que ça arrive à avoir une efficacité et une simplicité à la fin, mais ils ne sont pas dérangés par le fait de passer par des chemins où on se perd. Et on va donc aller à la recherche de choses plus profondes, de solutions plus opératoires, nouvelles, innovantes. Et donc, on a fait un deep dive dans la culture de L'Oréal pendant un an. Et quand on m'a fait réfléchir donc sur le management des équipes créatives, c'est là que j'ai compris qu'au fond, depuis l'âge de 3 ans, on nous apprend des outils, le langage, le calcul, qui sont des conventions culturelles, et que ces conventions culturelles, on doit les maîtriser pour réussir à l'école, qui nous permettra de réussir dans la vie. Et en fait, on laisse de côté l'être dans sa complexité, dans sa profondeur et dans sa relation innée à la nature. Et donc notre enseignement nous emmène à fonctionner très très bien dans cette culture, mais qui est en fait parce qu'elle est sur des outils très logiques et très enfermés d'une certaine manière dans cette logique, eh bien, nous a séparés d'une autre intelligence plus profonde qui nous permet d'être en harmonie avec la nature. Donc ça a répondu à mes questions de pourquoi on était capable d'arriver sur la Lune, grande sophistication intellectuelle, technologique, scientifique, et en même temps être incapable de vivre en harmonie avec la nature. Simplement un point que je n'ai pas cité, je suis né dans une famille de scientifiques, des médecins, des chercheurs en sciences nucléaires, des brevets qui ont été déposés par mon père, donc des, un monde où il y avait des revues scientifiques sur la coffee table, d'accord, dans le salon,
Et beaucoup de respect pour la science, parce que c'est un engagement d'une vie, c'est un langage qui évolue, il y a des chercheurs, c'est un monde plein de valeurs, d'espoir, d'engagement. Et donc ça ne m'a pas engagé à m'y investir, mais c'est quelque chose qui a été structurant pour moi, donc un profond respect pour la science. Donc c'est pour ça ces interrogations, mais on a ça qui est prodigieux, et en même temps on a comme une blessure ou dans le paysage qui est incroyable, c'est notre incapacité d'être en harmonie avec la nature. Alors que la science ne fait que nous aider à être mieux dans ce monde qu'on appelle la nature. Et pourtant, on y est mal aujourd'hui. Comment définis-tu l'intelligence intuitive et en quoi diffère-t-elle de l'instinct? Donc, quand j'ai compris ce que j'ai compris sur le fait qu'on opère dans une rationalité qui est une convention très utile, très puissante, la science, mais divorcée des fonctionnements du vivant, j'ai écrit un premier livre, L'intelligence intuitive pour réussir autrement. Et c'était donc l'intelligence intuitive définie comme la synergie entre cet héritage culturel, donc, qu'est l'analyse et la structure, et d'un autre côté, notre capacité instinctive à nous adapter depuis des centaines de milliers d'années en tant qu'espèce à un environnement en changement, qu'est la nature. Donc ça, c'est des capacités instinctives. Donc, et comment on peut faire le lien entre les deux, en fait, au lieu de les séparer comme c'est fait à l'école, bah oui, on avait des cours d'éducation physique pour se dissiper, pour développer le corps, mais ce n'était pas développer une intelligence du corps qu'on pouvait aller intégrer dans l'intelligence rationnelle de l'analyse, etc., pour qu'il y ait un enrichissement des deux. Et puis on nous faisait faire un peu de flûte, un peu de musique, un peu de je ne sais quoi, mais c'était satellite. Il n'y avait pas d'intégration. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on intègre l'un avec l'autre, parce que si on domine l'instinct au lieu de le comprendre et de l'intégrer dans nos façons de regarder les situations, et de prendre des décisions, eh bien, si on l'élimine, ben, on arrive à des absurdités du type le plastique qui, au 19e siècle, à l'avènement de la chimie moderne et de l'industrie, ben, ça faisait complètement du sens, le plastique, sauf que ce n'était pas un plastique biodégradable. Il n'était pas intégré dans l'écosystème de la nature. Et donc aujourd'hui, ça a créé ben, tout ce que l'on sait, pollution de nos océans, pollution du corps humain, pollution des nappes phréatiques, etc., etc. Et et ça pose d'énormes problèmes. Et c'est une espèce de monstre comme ça qui grandit et on ne sait pas comment s'en sortir. Alors que on aurait pu, dès le départ, penser le plastique comme étant le résultat d'une prouesse scientifique vivant dans un écosystème. On l'aurait pensé immédiatement. Ça, c'était pas la conscience qu'on avait du monde. Aujourd'hui, on a cette conscience. Et j'amène dans les organisations, là, qui sont des organisations donc vivantes, des organismes vivants qui répondent aux lois du vivant, j'amène cette intelligence du vivant en synergie avec notre incroyable patrimoine culturel qu'est la science, et y compris la science du management, pour que ça soit plus profond, plus riche, et que les gens puissent s'épanouir physiquement, émotionnellement, on va dire spirituellement, je vais aux États-Unis, tout autant que économiquement, professionnellement, dans le cadre de leur carrière, euh, et qu'on arrive en fait à mobiliser une intelligence profondément adaptable, profondément créative et profondément résiliente, avec beaucoup moins d'efforts, puisque tout ça nous est naturel et inné. Si et tant est qu'on est capable de le faire, on permet cette synergie entre la raison et l'instinct. Et le pont entre les deux, c'est l'intuition. Parce que l'intuition, elle n'a pas pour but de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, elle a pour but de nous emmener dans des lieux de connaissance auxquels la raison ne donne pas accès, parce que ça échappe à la binarité de la logique. Et en étant dans cet espace, on a accès à un certain nombre de nuances et de principes qui sont ceux caractéristiques de la vie, de la science du vivant. Et ça nous permet d'avoir accès donc à tout un réservoir de compétences totalement adapté au monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire un monde disruptif, en changement rapide, ambigu, complexe, etc. Incertain. Francis, est-ce que tu as un exemple concret de dirigeant ou d'organisation, au-delà de L'Oréal, ayant transformé ses résultats grâce à une approche intuitive? Tout le travail que je fais est tourné autour de cette réappropriation
de ce potentiel inné qui est laissé pour compte, qui est laissé de côté depuis l'âge de 3 ans dans nos façons d'être éduqués et après nos façons de travailler. Donc oui, j'ai amené ça pour des groupes français chez Hachette, pour la réinvention du business model, là où, et je le dis en toute humilité, le CEO avait appelé McKinsey et Kearney aujourd'hui, et T. Kearney à l'époque, pour l'aider à réinventer le business model du magazine papier, qui était évidemment très mis à mal par le digital. On parle de ça c'était en 2010 et 2012. Et en les faisant travailler de cette façon originale que je ne vais pas détailler ici, mais qui consiste à très naturellement redonner son pouvoir à cette intelligence qui est toujours là, toujours présente, mais laissée pour compte, par la rationalité qui veut tout mettre en équation, mais ce n'est pas comme ça que se déploie la vie, en l'humain. Eh bien, on a réussi à avoir des résultats incroyables avec des réinventions en moins d'un an. C'était Hachette, on a fait la même chose, on a été réembauché par le même CEO pour refaire la même chose dans une autre division d'une toute autre activité qui était Sports and Entertainment, donc le marketing du sport. Et on a refait, c'était pareil, un domaine très, très, très perturbé par le digital qui remet en question le business model. On a eu les mêmes résultats, encore plus vite, puisque là, le dirigeant était au courant de façon de travailler originale, et donc ça a été encore plus fluide. On a eu des résultats incroyables. En moins d'un an, dans les deux cas, Hachette comme Lagardère, on a redressé la situation et recréé un business model et rétabli une profitabilité incroyable. On a fait ça pour Ralph Lauren, sur la division parfum, Monde, où on a aidé à faire passer la marque de moins 25% de croissance négative, à plus de 10 points de croissance en moins d'un an, et pendant 5 ans, croître deux fois plus vite que le marché mondial. Et tout ça en améliorant la rentabilité. On a fait ça avec des équipes du groupe LVMH. Ça, c'était en Asie. L'Oréal, c'était Monde. Lagardère, c'était IMEA, Afrique, Middle East, Moyen-Orient et Europe. Et Hachette, c'était aux États-Unis. Donc, on a fait ça sur 5 continents, avec pour moi beaucoup de plaisir à faire ça dans des environnements aussi divers. Donc, on a fait ça dans des régions du monde, ouais, vraiment dans le monde entier. Japon, Asie, etc. On a fait ça à travers des industries très différentes. On a fait ça aussi à travers des tailles d'organisations très différentes. Et donc le modèle, on peut le dire, est agnostique sur ces trois paramètres et opératoire across industries, sizes and regions of the world. Avec toutes ces expériences et mesures, quel type de leadership serait nécessaire pour faire face aux crises actuelles, climatiques, sociales, économiques? Comment tu pourrais appliquer ce qui a fonctionné au sein de toutes ces entreprises au niveau global? Alors, donc pourquoi j'ai écrit des livres? C'est que quand j'ai vu que c'était possible, je me suis dit, je veux montrer qu'il y a une autre façon de créer de la valeur qui est beaucoup plus innovante et qui a le potentiel de créer une civilisation durable, des modèles de prospérité durable. Et je me suis dit, je vais montrer ça dans l'entreprise, c'est là que j'avais une crédibilité et que je me sentais capable de reproduire ce que j'avais fait dans cette petite entreprise d'édition mondiale, mais modeste quand même, et de le modéliser à travers tout ce que j'avais compris, à travers mes propres des expériences personnelles, et puis à travers la mission pour L'Oréal, où j'ai développé des séminaires de formation globaux, où j'amenais l'intelligence intuitive. Donc j'ai conceptualisé post-L'Oréal tout ça et modélisé tout ça pour faire du management consulting, donc transformer des organisations. Et puis, en 2020, j'ai écrit un livre pour simplifier, pour que même un enfant de 5 ans puisse le comprendre, pour que dès le plus jeune âge, on puisse donner de nouveaux repères sur cette intelligence profonde que l'on a en nous et comment elle interagit avec l'intelligence plus culturelle, qui est donc la logique, la raison, etc., qui a donné la modernité, mais une modernité handicapée, une modernité incomplète. Donc, pour en revenir, et donc le but, c'est d'amener ça au plus haut niveau des organisations, pour qu'elles puissent intégrer dès le C-suite ces modes de pensée pour que on puisse réunir la nouvelle génération qui aspire évidemment très profondément parce qu'elle fait face à un avenir incertain. Moi, mon avenir, il est beaucoup plus court que la génération qui vient. Et puis, j'ai mes bases en place, donc aussi bien intérieures qu'extérieures, on va dire, sur le plan matériel. Donc, ma situation n'est pas du tout la même, mais eux, ils ont tout à vivre et à construire
dans un monde très incertain. Moi, quand je suis né, on ne posait pas la question du futur. Aujourd'hui, on se la pose. Donc, réunir la pensée au plus haut niveau des organisations avec les aspirations de la génération montante. Donc, c'est déjà créer une organisation beaucoup plus intégrée. Et donc, c'est ce que nous dit, on dit que nous sommes des integrators. We help organizations and people be whole again. Mhm, mhm, Et donc ça, c'est le message de fond. Et, et, euh, et, et donc, ben voilà, donc on a un modèle que l'on peut enseigner, que l'on peut transmettre à travers des licences. Et évidemment, on s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle pour pouvoir accélérer ces apprentissages, parce que l'intelligence artificielle vient avec beaucoup de périls, mais énormément d'opportunités, et de mon point de vue, d'opportunités pour développer cette nouvelle intelligence en l'humain, en nous mhm, libérant, d'une part, de tout ce qui peut être automatisé, donc donner beaucoup plus de temps pour réintégrer cette profonde intelligence en nous, créative et agile, en donnant mhm, plus de temps pour le faire, et surtout, chose merveilleuse, que l'intelligence artificielle, pardon, puisse être le miroir, nous expliquer, nous remettre et nous renvoyer à cette mhm, intelligence profonde, parce qu'elle est complètement capable de le comprendre, même si elle ne peut pas l'incarner. mhm, mhm. Et comment au quotidien chacun peut-il développer cette intelligence intuitive? Alors, première chose, j'ai arrêté de l'appeler intelligence intuitive et je l'appelle intelligence perceptive, parce que l'intuition a mauvaise presse. Elle fait partie du registre du Moyen Âge ou des temps plus anciens, de l'obscurantisme et de ce que l'on ne comprend pas et ce que l'on ne peut pas comprendre et expliquer, évidemment, mauvaise presse dans le monde de la rationalité. Donc, mais les perceptions, on ne peut pas les nier, d'accord? Et on ne peut pas vivre sans perception. On ne peut pas traverser la rue sans avoir de perception. On ne peut pas avoir un dialogue de confiance sans, évidemment, intégrer ces perceptions. Donc, la première des choses, c'est totalement nécessaire à la survie et à une vie équilibrée. La deuxième chose, c'est totalement naturel. Il n'y a rien à faire, d'accord? Il y a simplement à déprogrammer la dominance de l'intellect sur notre relation à nous-mêmes et notre relation au monde. Donc ça, c'est le travail que j'ai fait et que je fais toujours et que j'espère avoir fait pour les générations suivantes en le modélisant et le rendant totalement accessible aux autres. Et puis après, oui, il y a des exercices très simples. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Squawkle Academy et vous avez accès gratuitement à des méditations guidées ou des visualisations guidées pour pouvoir vous remettre dans votre corps de la façon la plus simple que vous pouvez faire en réunion. Personne ne s'en rendra compte et vous aurez une qualité de présence à vous-même et aux autres qui aura un impact sur la réunion, sur son rythme, sur la profondeur de ce qui sera discuté, simplement en réintégrant votre corps qui est votre réalité dans cette incarnation. Voilà. Mhm, mhm. Francis, aujourd'hui, quelle est ta plus grande source d'espoir? C'est d'accepter de ne pas avoir d'espoir. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer un peu pour toi, ne pas avoir d'espoir? Quand je t'entends dans cette interview aujourd'hui, je me dis, euh, et pourquoi Francis n'irait pas en conversation avec certains dirigeants de ce monde qui actuellement sont en pleine destruction euh, permanente? Et quelle est la barrière ou qu'est-ce qui empêche cela? D'aller voir ces personnes et de les réunir en workshop afin de les inviter à reconstruire dans l'harmonie des autres, dans le respect, la Parce que la dignité. disponibilité à ce travail, elle ne peut pas être imposée. Et la capacité de rencontrer sa propre disponibilité à ce travail, c'est de traverser le désarroi. Parce qu'il n'y a que lorsque l'on rencontre le désarroi qu'on se pose des questions profondes. Sinon, c'est que du bavardage. J'avais un maître de yoga à New York qui nous disait, David Life, grand maître, qui a fondé une école extraordinaire de yoga, très reconnue, très réputée, et des gens très très bien s'y sont investis. Et il disait la chose la plus difficile,
c'est de se lever le matin et de faire face à la violence du monde. Puis il y avait un autre enseignant de yoga qui me disait, mais chaque respiration nous rapproche de l'issue terminale, la mort. Évidemment, ce n'est pas des phrases qu'on entend comme ça quand on s'est donné le temps d'être disponible à la vie et à soi, qu'on a jeté toute ambition sociale, économique de côté pour vraiment se rencontrer. C'est des phrases qui m'ont touché Mhm. et qui m'ont aidé à traverser des moments fondateurs de désarroi pour retrouver ma place dans le monde. Qu'est-ce que je pourrais y faire? Ça a duré 10 ans. Ça avait commencé avant déjà, quand j'étais éditeur. Donc, et donc c'est pour ça que je dis, être capable de vivre sans espoir et de se rendre compte qu'on peut avoir une vie très épanouie sans cultiver la notion d'espoir, c'est fondateur. C'est comme l'ennui dans l'éducation d'un enfant. C'est l'ennui spirituel, le désarroi. C'est l'absence, justement. Parce que le Japon, il comprend très bien la notion de vide Mhm. Mhm. et l'importance de l'invisible. Le langage, chez eux, c'est pas les mots, c'est ce qui n'est pas dit, c'est le silence. Donc, je pense que l'espoir, c'est toujours se projeter dans le futur, c'est vouloir trouver une solution. Mais pour trouver une solution euh, qui sera une évolution et pas incrémentale, quelque chose au-delà de ce que l'on peut imaginer aujourd'hui, qui nous surprendra parce que c'est une vraie émancipation, il faut passer par le vide. Mais le vide, c'est la vacuité, c'est plein, c'est pregnant with many, many possibilities. Mhm. Et donc ça, on a un exercice qui vous permet d'aller dans cet espace et d'y trouver équanimité, en fait, plaisir d'être sans avoir besoin de se projeter dans le futur. Donc, le désarroi que j'ai traversé, il n'est pas forcément nécessaire pour les autres. En tout cas, ça a été mon chemin. Mais passer par cette espèce d'espace où on peut être bien sans se projeter dans le futur, euh, voilà. Après, euh, chacun son chemin, hein. Donc il n'y a pas de, il y a pas de recette. Mais justement, c'est un lieu où il n'y a pas de recette. Cette visualisation, cette respiration guidée euh, vous permet très simplement de rentrer en contact avec un moment de suspension de toute tentative de prendre le pouvoir sur le réel Mhm. et de trouver en fait qu'au cœur de cet abandon et potentiel désarroi, il y a en fait un monde plein de possibilités, de créativité et surtout beaucoup de bien-être qui ne dépend de rien, qui est inconditionnel. J'ai les idées qui fusent, mais cette interview est pour toi, donc je vais pas m'étendre, je vais te remercier, Francis, pour cet échange. Je pense que ta vision ouvre des perspectives nouvelles, pour penser différemment l'entreprise, mais aussi notre rapport à nous-mêmes et au monde. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à lire L'intelligence intuitive et puis les autres publications de Francis qui sont toujours disponibles en librairie et en ligne. Je mettrai les liens en dessous de l'interview. Donc, je vous remercie tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans l'héritage en mouvement, Legacy in Motion, qui donne la parole à celles et ceux qui changent le monde en y semant du sens, de la passion et du lien. Merci François. Merci.